2020, votre quart d'heure américain. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Vous écoutez 2020, le podcast de la présidentielle américaine. Bienvenue sur mon balcon à Washington DC. Le ciel est un peu nuageux, l'air est bon, il fait 15 degrés et vous savez pourquoi je vous parle depuis ma maison. Au programme de ce quart d'heure américain un peu particulier, entrez avec moi dans la tête de Donald Trump face à la tempête coronavirus. By the way, that is a lot of fake news back there. That's a lot. That's a lot. À Washington DC, l'atmosphère est étrange. Il y a moins de monde dans les rues, les étals des commerces vides et la très grande majorité du personnel de l'agence France-Presse travaille à domicile. Nous, les Français de la capitale américaine, nous vivons un peu votre confinement par procuration. Mais aux États-Unis aussi, l'inquiétude est vive et la menace est là. En Californie, les 40 millions d'habitants sont appelés à rester chez eux. À New York, les autorités hésitent à franchir le pas. Et quand on voit les images et qu'on entend les sons de notre hexagone endormi, on sent et on ressent l'impératif de se protéger et surtout de protéger les autres. À Washington DC, il y a 71 cas recensés au 19 mars. Les écoles ont fermé, les bars aussi, les restaurants n'assurent plus que vente à emporter ou livraison. La vie est au ralenti. Vous le savez, cette ville, c'est aussi là où vit Donald Trump. Le président américain et son équipe, sa task force pour combattre le coronavirus, ne cachent plus leur inquiétude face à la progression de la pandémie. In a sense, a wartime president. I mean, that's what we're fighting. I mean, it's a very tough situation. Donald Trump se considère comme un président en temps de guerre et décrit une situation très difficile. Même si le président américain avait pris des mesures de restriction aux frontières assez tôt, il n'a pas toujours pris ce virus très au sérieux. 26 février. Grâce à tout ce que nous avons fait, le risque pour les Américains reste très faible. 28 février. Maintenant, les démocrates politisent le coronavirus. Vous le savez, n'est-ce pas ? Ils le politisent. Nous avons fait du super boulot. 4 mars. Je n'ai pas touché mon visage depuis des semaines. Depuis des semaines, ça me manque. 9 mars. Nous avons une économie très forte et c'est arrivé, ça a pris le monde de court et je pense que nous l'avons très très bien géré. 10 mars. Ça a frappé le monde et nous sommes prêts, nous faisons un super boulot. Ça va partir, gardez votre calme. 13 mars. Pour déclencher la pleine puissance des ressources du gouvernement fédéral, je déclare officiellement une urgence nationale. 2 bien grands mots. Ce 13 mars, justement, Donald Trump est dans les jardins de la Maison-Blanche. Devant les caméras du monde entier, il serre notamment la main d'un dirigeant de supermarché et à une autre main tendue, un responsable de santé préfère lui donner du coude. Okay, I like that. That's good. Le jour de cette conférence de presse, le président américain n'avait pas encore été testé au coronavirus. Plusieurs personnes ayant croisé sa route avaient-elles été contaminées. Donald Trump s'est finalement plié à l'examen. Résultat négatif. Le plus étrange dans cette séquence, c'est que le locataire de la Maison-Blanche a la hantise absolue des bactéries et des germes. I'm also very much of a germaphobe, by the way. Believe me. Pour parler de sa phobie, j'ai passé un petit coup de fil à quelqu'un que le président américain connaît bien. Okay, yeah, sure. I'm Anthony Scaramucci. Ce nom sonne familier. Vous vous en souvenez peut-être, les médias américains le surnommaient The Mooch, un grand monsieur brun, les cheveux gominés, qui parle un peu comme Donald Trump. Anthony Scaramucci fut l'éphémère directeur de la communication de la Maison-Blanche à l'été 2017, pendant environ 10 petits jours. J'étais en campagne avec lui pendant 9 mois, j'ai travaillé dans l'équipe de transition, je l'ai donc beaucoup fréquenté, et bien oui, il utilisait constamment un désinfectant pour les mains. Je lui ai demandé pourquoi Donald Trump, germaphobe, a continué à serrer les paluches des responsables quand les consignes médicales pour stopper la propagation du coronavirus sont simples, éviter les contacts. Je crois qu'il voulait à ce moment-là se montrer imperméable. Il essayait de montrer qu'il allait continuer à vivre sa vie, croyant que cette histoire n'était qu'un canular. Pourquoi Donald Trump a-t-il minimisé la dangerosité du coronavirus ?
En bon communicant, Anthony Scaramucci a une réponse bien préparée. J'ai travaillé avec lui, il est très têtu. Il est émotionnellement très fragile. Si quelqu'un pense qu'il a plus de talent que lui ou une expertise plus solide que la sienne, il essaiera de le ridiculiser. Par exemple, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, gère la crise, il fait tout ce qu'il peut pour mobiliser les ressources et aider son État et ses concitoyens. Et bien sûr, le président le critique sur Twitter. Pour moi, ce qu'il y a dans sa tête montre que c'est un homme qui a une très faible estime de lui-même. Un homme qui n'a pas beaucoup confiance en lui. La preuve en est qu'il est toujours en train de jouer les victimes et cela plaît à beaucoup de gens. Pendant notre discussion, Anthony Scaramucci a toutefois apprécié le changement d'attitude du président qui datait de la veille du lundi 16 mars. Écoutez, la bonne nouvelle, c'est que le président semble être sur de meilleures bases hier, sa conférence de presse était aussi bien aujourd'hui. Quels que soient mes désaccords avec le président, et je ne souhaite certainement pas sa réélection, je veux qu'il arrive à surmonter cette situation, car il y a dans la balance un nombre considérable de vies. Je viens d'arriver devant la Maison Blanche, je suis au Square Lafayette et j'attends Sebastian Smith. Sebastian est un des correspondants permanents de la Maison Blanche, on est lundi, donc on va lui poser des questions sur cette conférence de presse de Donald Trump qui vient de se passer et on va voir la façon dont Donald Trump a changé de discours et Sebastian est là, portable en main. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va ? On va pas s'approcher. 1 mètre de distance, tu te laveras bien les mains. Est-ce que tu peux me dire où tu étais là ? Je viens de sortir du Maison Blanche, de la salle de presse du Maison Blanche. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment tu es rentré aujourd'hui à la Maison Blanche ? Il y avait des contrôles de température à l'entrée. Là, on voit d'ailleurs, il y a quelqu'un qui, quand on s'approche, nous contrôle notre température, c'est ça ? Oui, en fait, à part du contrôle normal, que c'est le contrôle avec la machine X-ray et les passeports et tout ça, il y a maintenant c'est pas un docteur, je pense, une sorte d'infirmière qui te prend la température. Voilà. Et si c'est haut, il ne te laisse pas entrer. Ça a commencé quand, ça ? Ça a commencé, je pense, il y a 2 jours. Il y a 2 jours, donc. 1 ou 2 jours, oui. Donc pendant le week-end du 14-15 mars. Oui, c'est ça. Avant, tu pouvais entrer sans problème. Et tu pouvais aller à des événements où tu étais à 3 mètres du président, dans une salle bourrée de gens. Et maintenant ? Maintenant, tu peux être très proche du président Trump aussi, mais tu as passé par ce contrôle de température. Les risques sont partout, même dans la Maison Blanche. Et la température est aussi vérifiée à l'intérieur de la Maison Blanche. What's my temperature? 97.5. Sébastien pointait à 97,5 degrés Fahrenheit, 36,39 degrés Celsius, donc pas de fièvre pour lui, il peut assister à la conférence de presse. Il était comment Donald Trump aujourd'hui ? Quand il est entré, il avait l'air très 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 fatigué, je l'ai vraiment vu comme ça, il marchait lentement. Et dans son discours, il prenait une ligne assez beaucoup plus pessimiste qu'avant. Il a passé des semaines en disant que tout va se passer, c'est qu'une petite grippe, il y aura un miracle, au moment que le temps se change pour être plus chaud, ça va disparaître, etc. Aujourd'hui, il a parlé, on peut avoir une récession. Oui, une récession économique. Une récession économique. Il a dit qu'on est loin de sortir et même si tout le monde fait exactement ce qu'il faut faire, on ne va pas sortir de ça avant juillet, août. My administration is recommending that all Americans, including the young and healthy, work to engage. Mon administration recommande que tous les Américains, y compris les jeunes et en bonne santé, suivent l'enseignement à domicile, évitent de se rassembler en groupe de plus de 10 personnes, évitent les voyages facultatifs et évitent de manger et de boire dans les bars, les restaurants et les cafés publics. Et comment tu peux expliquer un peu ce changement de ton chez Donald Trump ? Il y a quelques semaines, il voyait toutes les choses qu'à travers le prisme des élections en novembre.
Alors il avait un message que c'était les marchés sont très forts, l'économie c'est fort. Et comme il disait toujours, on crée des emplois et on tue les terroristes. Et il répétait ça tous les jours, tout le temps. Parce qu'il voit ça comme son discours pour regagner l'élection. Pour lui, c'était tout. Et là, cet virus, c'est la première fois dans son présidence qu'une crise qu'il ne contrôle pas du tout et il ne peut pas ignorer finalement. Et il a essayé de l'ignorer. Et finalement, c'est plus grand que lui. C'est une nouvelle expérience pour Donald Trump. Il est toujours le plus grand et là, il y a quelque chose de plus grand que lui. Aux États-Unis, on comptait plus de 14 000 cas confirmés et environ 200 morts au 19 mars. La propagation du Covid-19 a poussé les responsables à prendre des mesures drastiques. Le Congrès a voté un paquet de mesures sociales de 100 milliards de dollars et l'administration Trump veut faire adopter un plan de relance de 1 000 milliards de dollars avec l'envoi d'argent à chaque Américain. Malgré l'ampleur de la crise sanitaire, les républicains ne sont que 40% à penser que le coronavirus est une véritable menace, selon un récent sondage. Donald Trump porte-t-il la responsabilité de ces chiffres assez inquiétants ? J'ai posé la question à Jérôme Cartillier, correspondant de l'AFP à la Maison-Blanche. Il a incontestablement une responsabilité dans la mesure où les premières semaines de sa réaction ont été toutes tournées vers la minimisation de la pandémie, de ce qui était alors une épidémie qui est devenue officiellement une pandémie. Et c'est intéressant, cette question elle a été posée. On lui a demandé, mais est-ce que c'est de votre faute ? Est-ce que vous avez une part de responsabilité ? Alors il a contesté farouchement en disant à aucun moment j'ai nié. Il a dit aussi à un autre moment que depuis le début il était convaincu que ce serait une pandémie. Évidemment, ses propos ne résistent pas à la mise en perspective de ses déclarations à lui il y a quelques semaines. Il a contribué avec une partie de la population et en particulier sa base électorale à pendant longtemps minimiser avec l'appui, il faut être très clair, de certains journalistes ayant des talk shows sur les chaînes conservatrices. Son discours a changé, mais le discours de ces premières semaines a indéniablement eu un impact. Mais finalement, est-ce que Donald Trump, au-delà bien sûr des enjeux de campagne, etc., il n'a pas eu une réaction aussi que certains d'entre nous ont pu avoir au début, c'est-à-dire de se dire que ce n'était qu'une grippe et qu'on irait bien. Ce qui était frappant, ceci étant, par rapport à ça, c'est qu'il est entouré des meilleurs spécialistes, par définition. Il y a notamment Anthony Fauci, un homme de 79 ans qui est un grand scientifique éminemment respecté, qui est devenu un peu la figure de cette lutte contre le coronavirus aux États-Unis, et qui, lui, depuis le premier jour, a été très clair sur à la fois les dangers, les éléments que personne ne maîtrisait, les inconnus, et la nécessité d'avoir une réaction forte, claire et constante. Il y avait, dès les premiers jours, un décalage entre la parole présidentielle et la parole de ceux qui l'entouraient, et pour être très clair, la parole également du vice-président Mike Pence, qui dans les premiers jours en tout cas, a adopté une posture beaucoup plus présidentielle que Donald Trump lui-même. J'ai interrogé Jérôme sur les effets d'une telle crise sanitaire sur la campagne de Donald Trump. Très concrètement, la première chose à laquelle on pense, c'est qu'il n'y aura plus de meeting de campagne pour les mois à venir, au moins jusqu'à l'été, même si personne n'a de calendrier précis. Et le meeting de campagne, c'est quand même le point de rassemblement de Donald Trump. C'est ce qu'il préfère. Donald Trump, il aime la bagarre, il aime la campagne, il aime l'affrontement. Et il aime galvaniser ses troupes. Et c'est là où il a, on va dire, le plus de talent politique, si on peut dire. Donc cet outil-là, il ne l'aura plus. En tout cas, pas sous cette forme, pas devant des milliers de personnes enthousiastes avec des casquettes « Make America Great Again » qui accrochent à ses blagues, qui rient à ses moqueries. Donc il faudra qu'il invente autre chose. Alors, il a le plus grand micro, si on peut dire, sur l'expression de tout le pays. Il est à la Maison-Blanche. Il peut parler tous les jours. Il est en direct devant des dizaines de millions de téléspectateurs américains. Si on rajoute à ça les tweets, ça fait quand même une présence médiatique extrêmement forte. Mais il est privé d'une arme qui était un peu son arme privilégiée. Et du côté démocrate aussi, la campagne, elle a complètement été chamboulée ces derniers jours. On les entend moins. On risque d'entendre beaucoup moins Joe Biden, qui incontestablement semble filer tout droit vers la nomination démocrate, après des nouvelles victoires dans les primaires ces derniers jours. La difficulté pour lui, ça va être de rester audible et de trouver le bon ajustement entre une
un discours rassembleur et un discours unificateur dont les Américains ont envie, et en même temps de marquer sa différence avec Donald Trump. Ce sera quand même un exercice d'équilibriste pour lui. Le coronavirus se fiche de savoir si vous êtes démocrate ou républicain. Il ne prendra en compte ni votre lieu d'origine, ni votre race, ni votre genre, ni votre code postal. Il touchera les puissants comme les plus vulnérables de notre société. Nous sommes tous dans le même bateau. Il est probable que sa stratégie soit probablement de marteler un message simple sur ce qu'il a fait jusqu'ici, sur la responsabilité d'un président en temps de crise, et de s'en tenir là. Face au coronavirus, il n'y a pas que la situation économique qui inquiète. Le système de santé américain, fragile, risque de ne pas tenir le choc. Une pénurie de lits disponibles dans les hôpitaux n'est pas à exclure. C'était 2020, un podcast de l'AFP Made in America. Un grand merci à toutes nos équipes à Washington et à Paris qui nous aident à le réaliser. Et vous, prenez soin de vous, où que vous soyez, pendant cette période franchement pas rigolote. Je vous envoie plein de bonnes ondes. À vendredi prochain, américanement vôtre.